La bande de Gaza est très peuplée et que c'est très difficile de faire une guerre dans ces conditions, mais on n'a pas essayé d'appliquer ce qui avait été conseillé par certains généraux dès le début de la guerre, de faire des zones dans lesquelles les civils puissent arriver de manière sûre et à recevoir la nourriture et tous leurs besoins, et d'un autre côté, attaquer le Hamas, l'encercler, lui empêcher qu'arrive de la nourriture dans les régions où il est. Ça n'a pas été fait. Donc la grande question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce que cette volonté, telle qu'elle est déclarée, va se traduire dans les faits ? Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine bimensuel Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec comme thème aujourd'hui quelle issue à la guerre contre le Hamas. Pour en parler en ligne avec nous, le docteur Ephraim Herrera, spécialiste de l'islam et auteur d'un livre intitulé du djihad de la théorie aux actes, paru il y a quelques années, et aussi spécialiste donc d'intervention sur différents médias israéliens en hébreu et sur plusieurs sites internet. Alors, on rentre ensemble dans le vif du sujet. Pensez-vous que la décision du gouvernement israélien explicitée en ce début de semaine par Benjamin Netanyahou de réduire les derniers bastions du Hamas à Gaza City et de le réduire au plus vite, a-t-il précisé, et peut-être aussi dans les camps voisins de la partie centrale de la bande, est une bonne décision qui permettra éventuellement à Israël de trouver une issue positive à cette longue guerre? En fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est si effectivement c'est une décision absolue. Est-ce qu'il y a vraiment volonté de briser le Hamas, tant politiquement que militairement? Parce que ce qu'on a vu, c'est que pendant 2 ans, bientôt, la politique israélienne, de facto, telle qu'appliquée sur le terrain, n'a pas été de démanteler le Hamas le plus vite possible, pour toutes sortes de raisons. Mais il est clair que si l'armée reçoit l'ordre d'attaquer avec 5 divisions, je rappelle qu'à la première guerre du Liban, 5 divisions sont entrées au Liban quand il y avait et le Hezbollah et la Syrie là-bas. En moins d'une semaine, on était déjà à 40 km à l'intérieur des terres. Il y avait aussi des camps palestiniens, il y avait l'armée syrienne, il y avait des tanks. Alors c'est vrai que la bande de Gaza est très peuplée, que c'est très difficile de faire une guerre dans ces conditions, mais on n'a pas essayé d'appliquer ce qui avait été conseillé par certains généraux dès le début de la guerre, de faire des zones dans lesquelles les civils puissent arriver de manière sûre et à recevoir la nourriture et tous leurs besoins, et d'un autre côté, attaquer le Hamas, l'encercler, lui empêcher qu'arrive de la nourriture dans les régions où il est. Ça n'a pas été fait. Donc la grande question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce que cette volonté, telle qu'elle est déclarée, va se traduire dans les faits? On le saura très vite, d'après le nombre d'unités militaires qui vont aller faire la guerre contre la ville de Gaza et les derniers camps de réfugiés dans lesquels le Hamas, qui a reçu des coups terribles depuis le début de la guerre, il ne faut pas sous-estimer le travail fantastique qu'ont fait nos soldats, est-ce que ça va être fait de facto? C'est très possible. C'est certain que l'armée israélienne en a les moyens. La vraie question est l'analyse qui, à mon avis, a été faite depuis le début. On en avait parlé dans une des émissions précédentes. C'est quelle est la situation finale? Or, il est clair que tant l'armée qu'une grande partie des dirigeants israéliens ne veut pas avoir à diriger la bande de Gaza. Or, pour l'instant, il n'y a pas d'alternative. Et donc, en fait, on a essayé d'avoir un Hamas affaibli au lieu de le casser complètement et d'envisager seulement après quelles vont être les solutions pour permettre effectivement une bande de Gaza, soit avec un dépeuplement volontaire de la part des civils qui voudraient quitter cette région et qui pourraient aller ailleurs selon le plan de Trump, soit dirigée par des musulmans qui ne voudront pas le chemin de la guerre contre Israël, qui semble beaucoup moins probable. Alors pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est dans une grande confusion, pas seulement en écoutant les médias israéliens, mais enfin les polémiques qui existent entre l'échelon militaire et l'échelon politique. On en a parlé en ce début de semaine à plusieurs titres. D'une part, d'autre part, il y a des interprétations divergentes au sein même du gouvernement sur le sens de cette décision prise la semaine dernière, qui théoriquement, elle s'inscrit dans
enfin, j'allais dire, puisque on en avait parlé déjà ensemble, dans la stratégie habituelle d'Israël qui avait été arrêtée dès l'époque de Ben Gurion, qui consistait à porter toujours la guerre sur le territoire de l'ennemi le plus rapidement possible. Est-ce que, donc, d'après vous, on est quand même dans cette décision, ou alors on n'est pas dans quelque chose de plus confus qui consiste à montrer ses muscles au Hamas pour essayer de le pousser à relancer les négociations sur, y compris un accord partiel sur la libération des otages. On est dans la plus grande des confusions et ça se traduit par des polémiques publiques dans les médias. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais effectivement, il y a plusieurs pouvoirs en Israël. Il y a le pouvoir militaire qui a l'air de traîner la jambe. Il y a le pouvoir judiciaire qui essaie de tout faire, y compris des décisions illégales, pour empêcher le gouvernement de finir cette guerre avec une victoire absolue. Il y a les médias. On a vu ça dans la conférence de presse de Netanyahou, où toutes les questions ont été dans un seul sens. Pourquoi mettre en danger Israël ? Pourquoi mettre en danger les soldats, etc. On ne dit pas pourquoi, jamais la question n'a été posée, pourquoi ne pas finir la guerre plus vite et de manière totale ? Alors effectivement, il y a un danger, mais dans toute guerre, il y a un danger. Et comme vous l'avez bien signalé, Ben Gurion disait porter la guerre du côté de l'ennemi, mais la finir très vite avec une victoire écrasante, parce qu'on n'a pas les moyens de rester longtemps en guerre. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Et en fait, la question qui va se poser, c'est d'abord, est-ce que la décision du gouvernement israélien est une décision totale et profonde et vraie ? Et deuxièmement, est-ce qu'elle va être suivie, acceptée par ces autres pouvoirs qui sont en Israël et qui ont une force non négligeable ? On va le savoir dans les jours à venir, de manière très claire. Et on sent des dissensions, effectivement, et j'espère qu'elles vont être résolues, parce que nous sommes en démocratie, comme l'a dit le Premier ministre, en faisant une référence à peine voilée à la Prusse, dont on disait que c'est une armée qui a un pays. Nous sommes un pays qui a une armée, nous sommes une démocratie, et c'est le gouvernement élu qui prend les décisions. Et l'armée doit les appliquer. Alors, il y a quand même un fait étonnant qui a émergé ces derniers jours, après donc cette décision de la semaine dernière du gouvernement et l'intervention subséquente de Netanyahou, c'est qu'on a vu pour la première fois le Tzachi Hanegbi, qui est le chef du Conseil national de sécurité et le premier conseiller sécuritaire de Netanyahou, qui s'est déclaré en désaccord public avec la décision du cabinet qui, selon lui, mettrait en grand péril la vie des 20 otages israéliens encore vivants retenus dans les souterrains du centre de Gaza. C'est quand même assez étonnant. Ça ajoute à la cacophonie ambiante. Ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène ancien. Prenez l'exemple de Dan Meridor, de Benny Begin, de Olmert, qui étaient des gens, on les appelle les Nessichim, les princes. Tzachi Hanegbi est le fils de Geola Cohen, qui était vraiment une héroïne des guerres d'Israël. Et on voit effectivement ces princes, c'est-à-dire issus des grands du Hetzel et du Lehi, qui finalement sont au Likoud, mais adoptent une politique qui n'est pas la politique pour laquelle ils ont été élus, de manière très claire. Donc on a ce phénomène qui est un phénomène récurrent, et la question est posée, et dans quelle direction va aller le gouvernement israélien ? Je rappelle aussi que, par exemple, Chasse avait permis, par son abstention, mais enfin qui était par sa non-opposition, les accords d'Oslo. Il ne faut pas l'oublier. Et donc on a effectivement à l'intérieur du gouvernement israélien une tendance qui est une tendance à ne pas vouloir effectivement gagner de manière absolue la guerre. Alors, l'une des questions de fond dans ce débat qu'on essaye d'initier sur les objectifs réels d'Israël pour en terminer avec cette guerre de Gaza par une défaite du Hamas, c'est que c'est une question d'ailleurs rarement abordée dans la marée encore une fois très cacophonique des débats publics et médiatiques sur la guerre de Gaza, c'est en fait de se demander et d'analyser qu'est-ce que veut vraiment le Hamas aujourd'hui. Absolument, et c'est une question fondamentale. D'abord, dans sa charte de la fin des années 80, aussi étonnant que ça paraisse, le Hamas ne demande pas un État. Il n'y a pas la moindre allusion à l'établissement d'un État palestinien. Et c'est clair pourquoi, parce qu'ils font leur premier article et nous sommes la branche locale des frères musulmans. Or, pour les frères musulmans et leur fondateur Hassan el-Banna, c'est le califat. Les frontières sont une hérésie dans l'islam, puisqu'il faut le but ultime et la domination du monde entier par la loi d'Allah.
il est clair que fonder un État est en opposition absolue avec les fondements de l'islam orthodoxe. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, on voit dans la charte du Hamas une visée eschatologique de tuer tous les juifs. L'idéologue des frères musulmans s'appelait Saïd Qutb, qui a été mis à mort en 64 par Nasser, si je me rappelle bien, a écrit un livre qui s'appelle Ma'arakatuna ma'al Yahoud, notre combat contre les juifs. Et là-bas, il explique clairement que depuis le début de l'islam, depuis sa naissance, l'ennemi véritable de l'islam, ce sont les juifs, qui ont toujours été des menteurs et qui ont travaillé à semer le doute dans le cœur des musulmans en attaquant la foi de l'islam. Ça, c'est le problème de fond. Et tous les ennemis de l'islam sont d'une manière ou d'une autre des juifs. Comme ça, pour lui, Atatürk, qui a en fait fait tomber le califat en Turquie, était juif. Et il nomme encore beaucoup d'autres, même dans les prisons où était Saïd Qutb. Le bruit courait que Nasser, en fait, c'était un juif aussi, parce qu'il participe au combat contre les frères musulmans, donc au combat contre l'islam. La guerre du Hamas contre les juifs, au-delà du fait que nous occupons une terre d'islam, et c'est un devoir individuel de combattre ceux qui occupent une terre d'islam, et on devrait être soumis à des dhimmi, c'est-à-dire des personnes sans droit civil et humiliées, et on ne l'est pas, et on domine des musulmans, mais plus que tout, nous sommes la plus grande menace pour l'islam. Et donc cette guerre est une guerre totale dans laquelle le sang des juifs est complètement licite, et il faut semer la terreur dans le cœur des juifs. Et ça explique tous les actes barbares qui ont été commis au début de la guerre, et leur légitimation par les plus grandes autorités musulmanes, comme l'université d'Al-Azhar au Caire, ou des réunions d'oulémas, de sages de l'islam, tant en Irlande qu'au Qatar, où on voit clairement un soutien au Hamas dans cette action barbare qu'ils ont commise le 7 octobre. Alors, ceci dit, vous parliez de l'État, le Hamas s'est piloté en fonction de la situation régionale et internationale, puisque après les prises de position de la France et le tsunami de prises de position des États européens occidentaux qui sont pour la création d'un État palestinien et qui vont essayer d'avancer dans ce domaine en septembre à l'Assemblée générale des Nations Unies, on a vu le Hamas, un des porte-parole du Hamas, dire que, en fait, le 7 octobre, c'est le 7 octobre qui a permis la perspective d'un État palestinien. C'est-à-dire, bon, c'est pas que ça leur est très cher, comme vous dites, cette perspective, mais qu'ils ont enfourché ce cheval de bataille parce que ils sentent que leur campagne mensongère sur la famine a fait bouger l'Occident et que donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils sont pas prêts de vouloir faire un accord sur les otages. La situation semble leur profiter largement. Ce qu'il faut analyser, c'est quelles sont les raisons qui poussent l'Occident à prendre des positions aussi honteuses. Quand Le Monde, le New York Times publie la photo d'une femme qui tient un enfant rachitique, sans même se poser la question, comment est-il possible que l'enfant soit rachitique et la femme en bonne santé, la maman en bonne santé? C'est une question évidente. Donc il est clair que les gens du New York Times comme du Monde, qui ne sont pas bêtes et qui ne sont pas depuis hier dans le monde journalistique, savent très bien qu'ils font une propagande antisémite. Et je rappelle que quand la condition du vrai génocide, c'est de transformer les juifs en animaux, comme l'a fait le Coran en nous traitant de singes et de cochons, et comme l'a fait Goebbels à l'époque des nazis. Donc on a ici un phénomène qui dépasse de beaucoup les intérêts géopolitiques, des besoins en gaz et en pétrole de l'Europe et de l'Occident. On a un phénomène qui touche aux racines de l'antisémitisme occidental qui a déjà 2000 ans d'âge et qui se dit peut-être que finalement, comme l'enseignait Manitou, on va pouvoir résoudre le problème juif par musulmans interposés. Et je crois que c'est un grave danger qui pèse sur Israël et on a le devoir de mettre cet antisémitisme à jour et de montrer la veulerie des chancelleries occidentales.
Alors, plus au niveau tactique et stratégique en ce qui concerne les otages, ne pensez-vous pas que pour éviter d'être ainsi dramatiquement piégé par le drame humain des otages, qui d'ailleurs n'a cessé depuis 1 an et demi et plus d'être dramatisé, sentimentalisé, sensationnalisé par les médias israéliens sans aucune mesure, ne pensez-vous pas qu'Israël aurait dû, dès le lendemain du 7 octobre, lancer de sérieux ultimatums avec donc des deadlines au Hamas en refusant de négocier avec cette organisation terroriste irrédentiste par l'intermédiaire du Qatar, son principal soutien et pourvoyeur de fonds. C'est-à-dire, est-ce que la situation bloquée à laquelle on semble être arrivé aujourd'hui et qui est difficile à débloquer, comme on vient de le mentionner, n'est pas due à une erreur stratégique, d'abord de sous-estimation de ce qu'est cet ennemi irrédentiste et de ses motivations, et aussi des moyens avec lesquels on a accepté de négocier, notamment par l'intermédiaire du Qatar. On s'est nous-mêmes enfermés dans ce piège. En plus, c'est une erreur morale, parce qu'on paye par la vie d'énormément de soldats ces tentatives qui seront forcément ou pratiquement forcément infructueuses de sauver ces otages. Un pays ne peut pas réfléchir comme ça. Jusqu'aux années 70, Israël a toujours refusé les négociations pour libérer des otages. Et tout d'un coup, ce qu'on voit, c'est des gens qui ne connaissent pas la Torah, qui disent que c'est le plus grand des devoirs de libérer des prisonniers, comme l'indiquent la Mishnah et la Gemara et les différents décisionnaires, alors que tous ne parlent que de prisonniers en l'échange de rançons, et pas du tout de prisonniers de guerre, et de guerre contre Israël qui les menace de mort, alors que c'est leur assurance vie. On ne peut pas faire ce genre de raisonnement, et c'est une pseudo-morale qui est une morale déviationniste et qui entraîne la mort. On ne peut pas jouer avec l'intérêt national, quels que soient comme vous dites, les appels au sentiment. Et nous voulons tous et nous prions tous les jours pour que tous les otages soient libérés. Mais il faut bien prendre conscience que le Hamas ne peut en aucun cas les libérer, parce que les libérer voudrait dire leur mort. Donc ils ne le feront pas, c'est leur dernière carte, d'une certaine manière, pour survivre à la guerre qui leur a été livrée. Absolument, et la seule chance qu'on a donc de les libérer, c'est de faire la guerre à outrance et très vite, en essayant d'obtenir le plus de renseignements pour savoir où ils sont, en essayant de les sauver. Mais il faut bien être conscient que le problème principal quand on est un pays indépendant, c'est de sauver le pays. Or là, on est en danger profond, y compris par ce qu'on a vu avec les positions de l'Occident, qui sont des positions vraiment révoltantes et qui demandent une réponse très forte d'Israël, en disant que notre démonisation est une porte à notre annihilation. Et c'est insupportable. Alors, on s'achemine vers la fin du temps qui nous est imparti. Je vous poserai une autre question, celle-là plus stratégique. Pourquoi finalement Netanyahou, dans ses dernières décisions du cabinet, dans sa dernière conférence de presse, n'a-t-il pas proposé donc au gouvernement, et il aurait pu peut-être emporter cette décision, comme on l'avait laissé entendre quelques jours avant, eh bien, d'annexer à Israël une bande de 1 à 2 kilomètres tout le long de la frontière de Gaza, ce qui aurait constitué pas seulement une protection militaire et sécuritaire des communautés du pourtour israéliennes du pourtour de Gaza, mais ça aurait constitué un excellent moyen de pression face au Hamas, en lui signifiant autre chose. C'est un sujet qu'on avait déjà abordé ensemble dans d'autres interviews avec vous, en lui signifiant concrètement sa défaite militaire dans le langage traditionnel islamique que seul il comprend, c'est-à-dire que vous avez engagé une guerre et vous perdez du territoire. Et pourquoi Netanyahou n'a-t-il pas décidé cela ? D'abord, il faut être conscient et comprendre ce phénomène de l'importance de la terre pour l'islam. En fait, le grand devoir que remplissent aujourd'hui les soldats, entre guillemets, du Hamas, c'est libérer un territoire musulman. Et ça, c'est fondamental. Donc, dans la mesure où on prend un territoire et on l'annexe, alors toute leur guerre devient illégitime au lieu de l'islam. Ça devient une infamie, et on va dire, chez des grands sages de l'islam, que ce que fait le Hamas, c'est contraire à l'islam. En annexant des territoires, on rend le combat du Hamas illicite et illégal. Au regard de l'islam. Personne ne le dit.
parce qu'il faut connaître profondément les bases de l'islam, les bases du droit militaire et du droit de la guerre. Et c'est des choses qui sont très peu étudiées, malheureusement, et on a peur de ça. On a peur de la dimension religieuse, alors que pour le Hamas, il n'y a que cette dimension qui est importante. Et ils sont prêts à mourir pour elle. Et ils le font d'ailleurs, parce qu'ils sont aujourd'hui dans des conditions très difficiles, et malgré tout, ils restent et ils résistent. Et il y avait un autre point dont on avait parlé qu'il faudrait aussi mentionner, c'est dévoiler ce que fait le Qatar, qui est finalement non seulement celui qui finance le Hamas, qui finance la guerre diplomatique et la guerre médiatique contre Israël, mais qui aussi est l'idéologue de cette conception. Il y croit et il veut la faire avancer. Et il faudrait montrer à l'Occident, surtout aux citoyens occidentaux, parce que je pense que les gouvernements le savent, que Ba'da el-Sabt et Ati el-Ahad, après le samedi, c'est-à-dire après les Juifs, viendra le dimanche, et ils prendront politiquement et juridiquement aussi l'Occident, et ils veulent le faire, et ils le disent clairement, tant en France qu'en Belgique, qu'en Allemagne, qu'aux États-Unis, les sages de l'islam le disent de manière ouverte. J'ai posé cette question, on va en conclure maintenant ensemble, cette question sur l'annexion, non pas simplement parce que c'eût été un avantage territorial et sécuritaire, mais parce que cela aurait exprimé enfin, après le 7 octobre, après cette catastrophe du 7 octobre, qu'enfin le gouvernement et les décideurs israéliens avaient appris à lire la carte en arabe, si j'ose dire, à comprendre la situation de ce conflit en des termes approfondis et pas simplement en fonction des pressions des uns ou des autres ou des intérêts politiques des uns et des autres. C'est quand même, c'est peut-être le constat provisoire qu'on peut tirer ensemble. Il est absolument sidérant qu'après des événements aussi dramatiques et aussi historiques, quelques gouvernements israéliens que ce soit, et en plus un gouvernement dit de droite, n'ait pas pu arrêter des positions en fonction d'une lecture approfondie de la situation, et qu'on en revient à cette valse hésitation et la déclaration de Netanyahou il y a quelques jours disant qu'il ne comptait pas annexer une partie de la bande de Gaza, non pas pour forcément y implanter de nouveaux Israéliens, comme certains le souhaiteraient à la droite du gouvernement, mais simplement pour des raisons sécuritaires et culturelles de signifier sa défaite au Hamas. Et donc on a encore une fois raté le coche. On fait une analyse réductionniste. Les phénomènes et les enjeux géopolitiques sont très importants, mais réduire la nature du conflit qui oppose les musulmans à Israël depuis le début du sionisme est une analyse réductionniste. Quand on ne veut pas regarder les faits, alors les faits nous éclatent à la figure. Le fait que quelqu'un roule très vite quand il y a un mur en face de lui en disant « je ne peux pas tenir compte du mur parce qu'il n'est pas important », le résultat c'est un accident et des accidents graves. Et tant qu'on ne voudra pas comprendre et qu'on ne voudra pas intégrer cette dimension, qui est la dimension idéologique qui pousse ces gens du Hamas et toute la population, ou une grande partie de la population musulmane dans la bande de Gaza et ailleurs, à agir et à risquer leur vie, alors on ne comprend pas les phénomènes qu'on vit, et on fait des erreurs. Les conséquences terribles. Et merci Ephraim de toutes ces explications. Merci aussi pour le temps que vous avez consacré à nos auditeurs. On se retrouve avec nos auditeurs et nos téléspectateurs dans 2 semaines pour notre prochain magazine Israël au cœur de sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Merci, à bientôt. Merci.